La suite de LC Midi et encore une image qui marquera la journée. Regardez, elle nous vient de Moscou. Celle d'un Vladimir Poutine intarissable qui participe à son grand show annuel retransmis en direct à la télévision. Rendez-vous avec les Russes, jeu de questions-réponses qui se veut démocratique. Denis Strelkov est avec nous. Merci beaucoup, Denis. Et on va retrouver dans quelques instants nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud et Romain Reverdy. Parce que ce show à Moscou est ouvert à la presse, moscovite bien évidemment, russe bien évidemment, mais également étrangère. Alors là, vous avez le côté face et on vous propose, grâce à Romain et à Jérôme, de découvrir les coulisses. Le côté pile, vous allez voir, ce sont des images absolument incroyables et exclusives. Dans cet endroit qui s'appelle Gostinny Dvor, c'est une espèce de cour couverte par une verrière, vous voyez. Alors avant d'arriver ici, on a dû se soumettre à différents contrôles de sécurité avec détecteurs de métaux, les appareils qui scannent un petit peu aussi nos sacs à dos, notre matériel. Et ici, vous avez donc les journalistes qui commencent à arriver, surtout de la presse russe, mais il y a aussi des médias étrangers et occidentaux. On a vu la BBC par exemple ou des médias américains. Alors là, on arrive dans le studio où va se dérouler à proprement parler la conférence de presse de Vladimir Poutine. Vous voyez, les journalistes sont toujours en train d'arriver. Cette salle qui est entourée de cartes de la Russie. On va vous montrer un petit peu avec la caméra. Vous voyez d'ailleurs les territoires annexés en Ukraine, mais pas reconnus par la communauté internationale. On voit aussi là la Crimée qui a été ajoutée. On va un petit peu avancer. Vous avez là toutes les caméras sur pied qui sont installées en hauteur. Vous avez là deux journalistes de la télévision russe, une présentatrice et un présentateur, qui seront sur les côtés. Et au centre, juste ici, vous aurez dans quelques instants Vladimir Poutine. Pour lui, l'enjeu, ce sera d'apparaître le plus fort possible, alors que des pourparlers de paix pourraient se tenir en 2025. Je vous rappelle que lundi dernier, Vladimir Poutine a vanté les progrès de son armée qui, c'est vrai, progresse un petit peu partout en Ukraine, dans le Donbass notamment, mais plus important encore, il a annoncé une modernisation de ses forces armées. On a un petit peu l'impression qu'il essaie de doubler la mise avant de s'asseoir éventuellement à la table des négociations. Grand merci à Jérôme Garraud et Romain Reverdy pour ces images exclusives. C'est rare d'avoir le côté coulisses. Alors depuis ces images, bien évidemment, Vladimir Poutine a pris la parole. On va détailler. C'est très intéressant ce qu'il a dit, notamment avec ce match qu'il espère avec les États-Unis. Mais d'abord, on a besoin de vous, chers téléspectateurs, pour comprendre la parole du président russe. En préambule, il y avait ça. On décrypte après. Vous savez, quand tout est calme, tranquille, stable, on s'ennuie. C'est la stagnation. Nous voulons du mouvement. Dès que le mouvement commence, tout passe en sifflant, les secondes, les balles. Malheureusement, les balles sifflent maintenant. Nous sommes effrayés, terrifiés. Enfin, c'est effrayant, mais pas trop. Ce petit regard jubilatoire, je vois que ça laisse le plateau plutôt couac. Denis Strelkov, est-ce que vous arrivez à décrypter ces mots du président énigmatiques? Oui, un tout petit peu. Je pense qu'il faut ici un peu revenir dans le contexte de cet exercice, comme vous l'avez rappelé, qui est tout à fait annuel, parce que effectivement, c'est quelque chose qui se passe chaque année depuis l'année 2000. Avant, il y a eu deux exercices séparés. C'était la conférence de presse annuelle qui était ouverte, y compris aux journalistes occidentaux. Et puis, il y a eu cette ligne directe avec, il n'y a pas eu que des journalistes, il y a eu également, et ça c'est toujours le cas, des mots qui sont passés au président Vladimir Poutine, des téléspectateurs, des personnes dans les régions. Donc c'est quelque chose qui est très, si vous voulez, ordinaire pour Vladimir Poutine. Et c'est pour ça que, et ça il a même démontré pendant des lignes directes, comme ça que ça s'appelle en Russie, pendant ces événements précédents, qu'il s'ennuie parfois, qu'effectivement ça dure extrêmement long. Donc cette année-là, je pense que c'est toujours en cours. Ça dure déjà plus de 4 heures. C'est pas un record, mais on est presque. Donc effectivement, c'est un peu pour montrer que nous, on est toujours là. On peut être prêt au changement, mais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est pas un événement qui est décisif pour l'avenir de Vladimir Poutine. Et lui, dans l'âge qu'il a, il peut parfois s'ennuyer un tout petit peu.
Merci de n'y rester avec nous. Vous sembliez, Général Desportes, interloqué par les propos étranges de Vladimir Poutine, avec des balles qui sifflent, ça s'arrête, ça fait peur, mais pas trop. Alors, pas tellement, parce que il dit il faut du mouvement, il faut qu'on avance. Et finalement, c'est la grande tradition impériale de la Russie, qui a besoin de bouger, qui a besoin de la crise, qui a besoin de la violence pour justifier l'emprise, la puissance et la violence même du pouvoir central. Donc, en fait, c'est dans le conflit et qu'on avance. C'est un empire à l'intérieur et à l'extérieur, on le sait bien. Et donc, un empire ne vit que par une tension à son sommet. Cette tension se justifie par un certain nombre de crises. C'est pour ça qu'on a dit, à mon avis, à juste titre, que la Russie a besoin de la guerre. Et c'est Tolstoï. Alors, on a dit la Russie, mais on a dit Poutine. Donc, les deux. Oui, mais Poutine, c'est la Russie. Et il faut bien qu'il soit dans l'âme de la Russie pour la diriger. Donc moi, je suis pas très surpris. Hein. On sait bien que depuis qu'il est aux affaires, il a lui-même fomenté un certain nombre d'attentats. Il a réglé l'affaire de la Tchétchénie, il s'est lancé dans la Crimée, dans le Donbass. La Russie a besoin d'un pouvoir fort. Le pouvoir fort se justifie par la crise, se justifie par la guerre. Et c'est Tolstoï, le sénateur, je crois, enfin l'homme de la Douma, le petit-neveu, je crois, du grand écrivain, qui disait « La guerre est dans l'ADN de la Russie ». Et je crois que c'est vrai. Magali et Grégory, juste ce petit, je ne sais pas si on va le revoir, mais il y a le petit sourire en coin. Alors je précise juste, 4h28 maintenant de discours. Le petit sourire en coin. Et en plus là, ce sont vraiment les tout premiers mots de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il commence le préambule. Voilà, c'est son préambule. C'est-à-dire, il répond à la première question et d'abord. Il se montre quand même extrêmement confiant. Ce qui se dégage de ces 4 heures... Il y a un ton badin, même le porté, je trouve. C'est ça, il paraît extrêmement détendu, extrêmement confiant dans l'avenir. Il explique que, oui, l'inflation est un problème, mais que la Russie serait la 4e économie au monde, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. En Ukraine, les gars avancent héroïquement, ça ce sont ses mots. Il se dit d'ailleurs complètement prêt à parler avec Donald Trump, parce que de toute manière, il avance, il obtient, il atteint ses objectifs. Alors oui, les balles sifflent, la Russie a besoin d'action et a de l'action en ce moment, mais il gagne et il est là pour expliquer à quel point sa stratégie est payante. 4h31, 22 secondes. Vladimir Poutine, en direct, vient de quitter le plateau. Alors, il a dit un certain nombre de choses. On reviendra, je ne sais pas si on a le sonore, mais vous nous en parliez, chère Magali, avec qui il aimerait prendre le thé. Avec quelle personne décédée voudriez-vous prendre le thé? Voilà la question qui a été posée à Poutine. Et il répond avec Jacques Chirac et avec Helmut Kohl. C'est intéressant. Ce qui marque un peu l'âge de Poutine, parce qu'il a connu, évidemment, c'est Chirac, j'en suis sûr, Helmut Kohl aussi, je pense. Et je pense qu'il regrette d'ailleurs, effectivement, cette époque et ces époques et le monde de cette époque. Alors vous allez voir que, bien évidemment, Poutine reste Poutine, la menace reste la menace, et les mots sont toujours aussi guerriers. On l'écoute. Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent qu'Oreshnik peut être abattu, nous leur proposons, ainsi qu'aux pays comme les États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une sorte d'expérience technologique. Une expérience technologique de haut niveau. Le duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils choisissent un endroit, un bâtiment, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissiles, et nous les frapperons avec Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passe. Nous sommes prêts pour une telle expérience. Mais de leur côté, est-ce qu'ils sont prêts? Général Desportes, c'est exactement ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la confrontation, l'homme fort, Vladimir Poutine, le pays fort, la Russie, contre le reste du monde. On est cap, le bras de fer. On est cap, même pas peur.
Même pas peur. Et je vais continuer. Et quelque part, c'est intéressant qu'ils nous le disent, parce que ça fait depuis l'élection de M. Trump, on dit on va négocier, etc. Mais il y en a un seul qui ne veut pas négocier, c'est lui. Et là, il le dit bien, il le dit, moi, il sait bien qu'il a un certain nombre de faiblesses économiques, internes, etc. Mais là, il dit, moi, j'ai même pas peur, je continue. C'est-à-dire, il monte sa main. Et c'est pour ça que Trump, je crois, a vraiment très mal joué quand il a commencé à dire, dès qu'il a parlé de l'Ukraine, non, moi, je vais arrêter l'aide à l'Ukraine. Alors que c'était le moment où il fallait être ferme. Il a été. C'est tout ce qu'attendait Poutine. C'est tout ce qu'attendait Poutine. Donc Poutine continue à jouer le jeu. Qu'a rajouté Trump? Il a dit je m'occuperai d'abord du Moyen-Orient avant de m'occuper de l'Ukraine. Donc il a le temps, il peut continuer son affaire. Donc il monte le ton, il montre les biceps et il dit on va continuer. Et puis incroyable parce qu'il s'adresse aussi aux Russes. Cette prestation télévisée et annuelle très importante pour Poutine parce que l'année dernière on parlait des problèmes russes, le prix des œufs et les patates. Là, bien évidemment, le message était un peu plus guerrier. Mais il y a, Magali, toujours cette dualité. Les Américains sont pas loin, l'OTAN, l'Occident, ils parlent aux Russes en disant, regardez, on est les plus forts, on se met dans une pièce, on discute. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon... Il y a un côté petite frappe de Saint-Pétersbourg, quelque part. Oui, mais est-ce que c'est la bonne façon de parler à Donald Trump? Parce que quand on va défier, qu'il défie comme ça Donald Trump... Et il le fait. Ça peut quand même... justement piquer un petit peu l'orgueil du président élu, et je ne suis pas sûre qu'ils se disent à ce moment-là, eh bien on va négocier avec Poutine et je vais lui donner tout ce qu'il veut. Donc c'est quand même une arme à double tranchant de le défier comme ça en duel, pas avec des pistolets mais avec des missiles. Oui, surtout les missiles Oreshnik. Voilà, on attend d'ailleurs que Moscou, parce que ça a été annoncé par Vladimir Poutine, s'en serve une nouvelle fois. Grégory Phillips, toujours dans ce côté guerrier. Autre déclaration du président russe, on aurait dû lancer l'assaut plus tôt sur l'Ukraine. En fait, on aurait peut-être déjà fini le job. Oui, avec même, il ajoute, on aurait été mieux préparé. Parce que souvenez-vous que quand il lance ça en février 2022... Oui, côté préparation, c'est pas ça. Voilà, il pense qu'en 3 semaines c'est fait, qu'il va renverser le pouvoir politique à Kiev. Et là, on est quasiment 3 ans, bientôt en février, après le début de cette guerre. Donc en gros, c'est ça le message. On aurait dû lancer ça plus tôt et on aurait dû peut-être mieux se préparer. Ça fait partie d'un des regrets affichés par Poutine avec les difficultés que Magali évoquait, l'inflation. Là, il est bien obligé de reconnaître quand même que les Russes traversent une période très difficile. Et puis, quelque chose qu'il mentionne aussi, c'est ce qui se passe à Koursk. Faut pas oublier l'affront mené par les Ukrainiens depuis l'été dernier. Cette présence ukrainienne en terre russe, dans cette oblast de Même Koursk. si c'est un front, on le sait depuis quelques jours, de plus en plus difficile à tenir. Évidemment, mais ça reste c'est un front difficile et ça reste un affront pour Poutine. Vous avez quand même des troupes qui occupent une partie de son territoire et il est obligé de reconnaître pendant la conférence de presse qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera à bouter hors de Russie les troupes ukrainiennes. Et je vous propose, cher Grégory Phillips, de l'écouter. C'est peut-être il y en a eu un autre, on va en parler dans un instant, mais le seul aveu du maître du Kremlin. Nous allons absolument les mettre en échec et les repousser de Koursk. Absolument. Mais pour ce qui est de la question d'une date précise, je suis désolé. Je ne peux pas le dire maintenant. Je peux l'imaginer, il y a des projets. Je peux l'imaginer, il y a des projets. Alors, en termes guerriers, cher général, c'est un aveu d'échec, ça ? Non, je crois pas. Au contraire, c'est un aveu d'assurance. Il ne peut évidemment pas déterminer la date. Personne ne la connaît. En tout cas, il dit je vais continuer et je vous mettrai dehors. Il parle au peuple russe. Il parle aussi d'une armée ukrainienne qui est complètement épuisée aujourd'hui et qui dit il va pas lâcher, il va continuer. Et tout ça n'est pas qui a perdu 40 ou 50% du territoire conquis dans cette opération. Qui a perdu et on le sait bien. Enfin, tous les reportages nous le disent. Le moral est bas, les déserteurs se multiplient, etc. Et il leur dit ne croyez pas que c'est fini. Moi, je vais continuer, je vous mettrai dehors. Donc je ne crois pas que ce soit un aveu de faiblesse. Au contraire, là, il joue sur ses atouts, qui est d'être dans le mouvement en avant et de dire que lui-même n'arrêtera pas ce mouvement en avant. Il y a un autre aveu qui nous ramène à une actualité très récente de Vladimir Poutine ce matin sur les suites de l'assassinat du général, et c'est pas rien, Kirillov. Il dit que c'est un échec des services de renseignement. Et alors là, au moins on peut lui reconnaître quelque chose. C'est sur ce coup-là, il ne se trompe pas.
Et il dit, nous devons reconnaître de telles failles. Voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est un aveu assez rare. Lui, qui est quand même un ancien espion lui-même, note en effet et reconnaît les failles du FSB et des services russes qui n'ont pas été en mesure d'empêcher cet attentat et de protéger comme il se devait, c'est certainement ce que se disent aussi les Russes, ce général donc tué en plein Moscou. Il y a d'autres échecs russes sur lesquels il est interrogé, notamment la Syrie de Bachar el-Assad. Mais là, à l'inverse, il ne reconnaît pas l'échec. Il dit non, les Russes ont empêché d'avoir une enclave terroriste en Syrie. Et je n'ai pas encore rencontré Bachar el-Assad, mais je le ferai sûrement. Et il se refuse à parler d'échec, de camouflet pour ce qui s'est passé en Syrie. Et pourtant, c'en est un, on est d'accord ? Pour les Russes, ce qui se passe en Syrie. Bien sûr. Allez-y, général, si vous voulez. Non, juste préciser que quand même les Russes sont en train de déserter le pays. Enfin, les bagages de leurs deux bases. Dont une qui donne l'accès à la Méditerranée, ce qui n'est pas rien pour un pays. Surtout quand l'accès à la mer Noire vous est déjà coupé par la Turquie. Oui, c'est compliqué. Ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Et on a vu des mouvements d'avions et de navires quitter la base maritime de Tartous et la base aérienne de Memim pour tout simplement aller vers un autre pays, en l'occurrence sans doute la Libye, selon les informations du Wall Street Journal, parce qu'il leur faut un autre port d'attache en Méditerranée. C'est sans doute vers la Libye que les forces russes sont contrainte de partir face à la nouvelle réalité politique de ce pays qu'est la Syrie. Et pour faire la jonction entre ce sujet et celui de l'assassinat du général Kirillov, suite à cette débâcle en Syrie, Poutine avait déjà demandé un audit de façon pas très sympa visiblement au service de renseignement russe en disant pourquoi on n'a rien vu. Il était très inquiet. Et puis là arrive l'assassinat d'un des généraux les plus capés en tout cas à la tête de tout ce qui est armes chimiques en Russie. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Alors, il n'était pas le seul à n'avoir rien vu. Mais je rappelle que l'Italie s'était réengagée, a envoyé un ambassadeur en Libye, en Syrie, et que nous aussi, on a été surpris, mais nous principalement parce qu'on regardait ailleurs. Mais lui aurait dû aussi regarder là. Et alors, c'est évidemment c'était un échec russe. On sait bien que Assad n'a tenu que à cause de l'intervention de 2015 de Poutine. Et les Russes se sont bien gaussés du départ des Américains d'Afghanistan au mois d'août 2021. Et je crois qu'on verra à peu près la même chose, parce que les dizaines, les centaines de camions et de véhicules blindés qui gardent ces deux bases ne peuvent pas partir. Ou alors par la Turquie. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, je crois que ça va être des images qui vont largement déplaire au maître du Kremlin. Et ça tombe bien, parce que comme on a des équipes chez Grégory sur le terrain, ces images, on pourra les diffuser sur LCI. Denis Strelkov, 4h31 et 22 secondes pour ce show de Vladimir Poutine. Vous l'avez suivi, bien évidemment. Vous en tirez quoi sur ce qui se passe actuellement en Russie et puis sur ce qui nous préoccupe, sur cette guerre notamment avec l'Ukraine ? Je vois que ce qui est le plus important pour Vladimir Poutine et pour le Kremlin en soi, c'est la stabilité. Parce que si on a regardé en détail ce show, il n'a pas beaucoup changé depuis déjà une vingtaine d'années. Vous voyez, à l'époque, il a quand même beaucoup évolué, même dans les yeux du Kremlin. Et l'émission, elle est presque le même qu'on a vu il y a 20 ans. Et ça, c'est un grand choc au moins pour moi et pour plusieurs journalistes sur en fait cette tentative constante du Kremlin de montrer que tout va bien malgré tout. Puis il y a une autre chose qui est essentielle, et c'est que vous avez bien dit que Vladimir Poutine a reconnu certaines fautes de son entourage, mais il n'a pas reconnu une seule faute de sa politique étrangère. Et en plus, vous avez bien vu qu'il a eu notamment un journaliste américain qui a pu poser sa question à Vladimir Poutine, et la question de NBC, donc d'un média libéral américain, et il était très agressif. Donc il était posé dans la manière que vous avez presque perdu l'opération militaire spéciale et vous avez perdu la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vladimir Poutine, lui, il était dans un calme absolu. Il a dit que rien n'a encore été décidé en faveur de l'Occident, que la Russie va tout emporter, y compris bien évidemment les oblasts qui sont actuellement occupés par l'Ukraine. Donc
j'en tire que le Kremlin, au moins, n'a pas peur de ce qui va venir et qu'il n'a pas profité de cette occasion de s'adresser aux Russes pour notamment changer du cap ou de changer sa compréhension, sa transmission de la situation. Donc pour l'instant, on attend notamment l'inauguration de Donald Trump pour en tirer des conséquences. Il nous reste une toute petite minute avant que Magali Gunel ne prenne le flambeau sur ce plateau. Denis, est-ce que ça fonctionne toujours chez les Russes, ce genre de grande messe ? Au moins, on a vu qu'elle a été suivie. On n'a pas encore vu tous les chiffres évidemment de la télévision russe, mais au moins depuis des années, oui, c'est quelque chose qui est assez retransmis. Et puis, ça permet aussi, si vous voulez, au Kremlin, au pouvoir, de un peu montrer son autre côté, son autre visage. Parce que Vladimir Poutine, comme vous l'avez remarqué, elle était un peu dans les blagues, elle était un peu de façon de parler avec la population, d'autre chose que la guerre. Donc oui, c'est un événement qui reste suivi, qui reste même attendu par plusieurs catégories de la population, mais personne ne le prend, si vous voulez, au sérieux. Tout le monde comprenne, c'est le show, qu'il n'y aura pas de surprise lors de cette émission. Merci beaucoup, Denis. Vous disiez, Magali ? Qu'il y avait 1,5 million de questions qui avaient été posées. Donc après, il y a une sélection, mais le nombre de questions est impressionnant et varie assez peu d'une année à l'autre. On y reviendra bien évidemment. Je vous le disais, Magali Gunel reprend le flambeau sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain à midi. Excellent après-midi.